Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Ça fait 6 ans que je dis qu'il faut faire plus de prévention, il faut accompagner les parents, il ne faut pas enlever les parents des enfants. Puis là, je lis ça ce matin. C'est intolérable ce qu'on lit ce matin. Le problème semble local. Moi, je fais la tournée de toutes les régions. C'est le seul endroit où on avait entendu parler de telles pratiques. Je pense que tous les partis politiques au Québec auraient rêvé de l'avoir dans leur équipe. Que le premier ministre se pose dans la question si les jeunes dans le réseau qui sont abandonnés disent puis considèrent que le ministre, c'est le ministre rêvé, que c'est un rêve. My response to Joe and Kamala is very simple. You can't lead America if you don't love Americans. You just can't. Voici Patrick Lagacé. Nous sommes jeudi le 31 octobre 2024. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire tout au long de l'émission 985. Je commence avec une météo avant le tour d'horizon de l'actualité. C'est nuageux, dégagement ce matin, alternant soleil et nuages en après-midi, maximum 22. Humidex 25. On pourrait frôler un record de température élevée pour un 31 octobre. Donc ce soir, par contre, nuageux, risque d'averse, mais il va faire chaud, peut-être de la pluie ce soir pour l'Halloween. Demain, vendredi, ciel variable, 60% de probabilité d'averse, maximum de 17 degrés. Et samedi, dimanche, ça va être plus froid. On est de retour aux températures normales de saison. Soleil et nuages samedi et dimanche, et ça va osciller entre 6 et 8 degrés. Si vous vous apprêtez à sortir de la maison, pas besoin de prendre une petite laine ce matin, c'est pas mal chaud, on est autour de 20 degrés. Je reviens sur ce qui s'est passé en Espagne ces dernières heures. Là. Hier, on en a parlé. Ça a été une journée extrêmement difficile dans l'est de l'Espagne. Des inondations dévastatrices qui ont coûté la vie, finalement, à au moins 95 personnes dans la région autour de la ville de Valence. Ça se passait dans la nuit de mardi à mercredi. Et là, les sauveteurs sont à pied d'œuvre. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qu'on va découvrir dans les décombres, dans les maisons qui ont été inondées, dans les voitures qui ont été comme ça emportées par des coulées de boue? Les images sont absolument spectaculaires. Là. Les coulées de boue se sont retirées, l'eau s'est retirée. Vous avez des voitures empilées, par exemple, les unes sur les autres. Ce qui s'est passé, semble-t-il, pour que ces 491 mm de pluie en certaines régions autour de Valence là, tombent comme ça là, sur le sud-est de l'Espagne, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la goutte froide, semble-t-il. Ça arrive l'automne, un phénomène météorologique à haute altitude. Il y a ce phénomène-là là, qui, semble-t-il, est de plus en plus fréquent. C'est violent, mais ça n'a jamais été aussi violent que ça. 491 mm de pluie, là, c'est 49 cm de pluie, c'est un demi-mètre. Dans certains villages, dans certaines communes, c'est la quantité de pluie qu'on reçoit dans une année. Donc, on va parler un peu plus tard à l'émission là, à une journaliste sur place, mais ce qu'on voit, ce sont des phénomènes météo de plus en plus violents, de plus en plus nombreux, et les pluies diluvienne comme ça, c'est une des manifestations. On l'a vu dans ces ouragans en Floride il y a quelques semaines, des phénomènes météo qui ont jeté des trombes de pluie un peu partout, notamment en Caroline du Nord. Et ça, encore là, un peu comme en Espagne, ça a causé des coulées de boue, ça a causé des inondations. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et on l'a vu ici. On a été chanceux au Québec, au Canada. Pas autant de dégâts, mais comme ça, là, ce qu'on appelle des fois des rivières atmosphériques, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Un mot sur les élections américaines. Dans 5 jours, on va voter. Et il est à peu près temps que ça finisse. Là. Il y a toute l'équipe de M. Trump un peu partout qui commence à jeter les germes d'une contestation électorale selon le vieux principe du « pile, je gagne » et face, tu perds. C'est-à-dire qu'il crie déjà au vol électoral, dit que le scrutin en Pennsylvanie, qui est un État clé, qui est extrêmement important, est truqué. Il n'y a aucune preuve de ça, mais il le dit déjà. Les avocats du Parti républicain sont déjà à pied d'œuvre pour contester. Donc, s'il gagne, il va avoir gagné à la régulière dans sa tête. Et s'il perd, ben, il aura perdu de façon illégale. Et il s'est mis en scène là, à bord d'un camion poubelle après une certaine gaffe de Joe Biden qui a parlé d'ordure dans des circonstances là, un peu confuses. M. Biden réagissait à ce fameux rassemblement au Madison Square Garden où il y a
un humoriste qui a dit là, dans ce rassemblement de M. Trump que les gens de Porto Rico formaient une île flottante d'ordures. Et c'est pas clair si ce que M. Biden voulait dire, c'est est-ce que ces propos-là étaient orduriers ou les gens qui admirent M. Trump étaient orduriers. La Maison-Blanche a clarifié après ça en disant c'est le discours raciste qu'on voulait qualifier d'ordurier, sauf que M. Trump est en train de capitaliser. Vous avez peut-être vu les images, là. Il a paradé hier dans un camion de poubelle. Baisse historique, si on revient dans la région de Montréal, baisse historique des déplacements. On peut lire ça dans les différents quotidiens aujourd'hui. De 2018 à 2023, c'est un recul de 4 % des déplacements. Et là, vous allez me dire, 4 % c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais quand on parle de centaines de milliers de personnes qui se déplacent, c'est beaucoup de déplacements en moins. Les transports en commun ont écopé 100 000 déplacements de moins en métro, en bus ou en train à l'heure de pointe matinale, si on compare les automnes 2018 et 2023. Et même le nombre de déplacements en auto. Si vous êtes pogné dans le trafic un peu plus tard ce matin, bien, vous allez vous dire, on est beaucoup trop de voitures, et peut-être pas assez de routes, etc. Sachez que pendant ces 5 années-là, il y a eu un recul de 10 % à l'heure de pointe pendant la même période. Tout ça, tous ces constats-là sont faits en fonction d'une étude de l'Autorité régionale des transports de Montréal. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de déplacements, 200 000 déplacements en moins? Bien, le télétravail d'abord. Ensuite, il y a plus de transports actifs qu'avant, semble-t-il. On marche plus, on se déplace plus en vélo. Et aussi, les gens ne se déplacent pas à la même heure. Donc, avant 2018, avant 2023, les gens, semble-t-il, partaient tous à peu près dans la même case horaire, revenaient dans la même case horaire. Là, les déplacements seraient comme ça, là, un peu étalés dans le temps. Mais l'auto, c'est un des constats de l'étude de la RTM là, qui est encore au cœur des déplacements. Cette nouvelle-là que je vais vous raconter, qui est dans la presse ce matin, je voulais vous la raconter en premier, comme première nouvelle de ce tour d'horizon de l'actualité, mais je me suis dit que ça allait me mettre dans un état pas possible. Et le seul mot qui me vient à l'esprit, il rime avec vrac. C'est un gros mot du patrimoine des jurons québécois. Écoutez, ça concerne la DPJ. C'est à la une de la presse ce matin, texte de Gabriel Duchesne. C'est l'histoire, ça se passe en Estrie. Ce sont des triplés. Donc, ils ont 2 ans, les triplés. Et ils sont dans une famille dysfonctionnelle, d'immigrants syriens. Ils ont beaucoup d'enfants. Dysfonctionnelle, mais la mère est quand même capable de s'occuper des enfants. C'est une mauvaise passe, OK? Les enfants sont placés en famille d'accueil. Et la DPJ a décidé de mettre en adoption les 3 enfants, mais de séparer les 3 enfants. Et quand on regarde les détails révélés par la journaliste Gabrielle Duchesne de cette histoire-là, d'abord, ces enfants-là, c'était probablement pour leur bien d'être placés en famille d'accueil de façon temporaire. Ça, c'est une chose. Mais c'était pas une bonne chose de les placer en adoption, d'abord. Et si c'était pour les placer en adoption, ensuite, il n'y a rien qui justifie de les séparer. Ces enfants-là étaient soudés, sont soudés. Et ce qui est arrivé, c'est que la DPJ a dit des faussetés. La DPJ de l'Estrie a dit des faussetés devant le tribunal pour justifier la mise en adoption. Et c'est la mère de la famille d'accueil qui était avec les enfants au quotidien qui a levé la main et qui a dit « Voyons donc, vous allez les mettre en adoption permanente. Ça n'a aucun bon sens. » Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle s'est tournée vers Nancy Audet. Vous connaissez Nancy, c'est une autrice, ex-journaliste, qui prend la parole pour les enfants de la DPJ. Elle est elle-même une ex-enfant de la DPJ. Elle a alerté Nancy Audet, et ça a lancé une chaîne d'événements qui ont permis de sauver ces enfants-là. Il y a beaucoup de problèmes à la DPJ ces jours-ci. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est une nouvelle de la presse qui est sortie là, il y a 2 semaines à peu près. C'est une nouvelle qui concernait les DPJ du centre du Québec et de la Mauricie, où encore là, la DPJ a réussi à mettre en adoption, en banque mixte, comme on dit, des enfants qui n'auraient probablement pas dû être mis en adoption. Moi, je ne suis jamais tombé dans la rhétorique des voleurs d'enfance de la DPJ, là, qu'on vous arrache les enfants pour les mettre en adoption. Mais quand on regarde les cas qui s'accumulent, là, tu peux pas t'empêcher de penser qu'il n'y a pas une certaine façon de penser à DPJ qui va dans ce sens-là.
Lisez ce texte-là de Gabriel Duchesne et essayez de ne pas sacrer. Nancy Audet a fait œuvre utile depuis longtemps et dans ce cas-là, elle a probablement sauvé des enfants. Là, Lionel Carman, ce matin, son leadership est remis en question. Vous avez entendu tantôt des politiciens de l'opposition qui voudraient sa démission. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que M. Carman démissionne. Ça fait 6 ans qu'il est là. Il y a encore des problèmes. En même temps, si M. Carman est exilé dans un autre ministère, bien, la personne qui va arriver va devoir recommencer à zéro. Et M. Carman, même s'il a ses défauts, il sait où sont enterrés les cadavres dans son ministère et à la DPJ. La personne qui va le remplacer, ça va y prendre 1 an ou 2 avant de savoir où sont les problèmes. Pas sûr qu'on avance. Il y a 2 chroniques à lire là-dessus aujourd'hui de Paul Journet et de Michel David dans Le Devoir. Un dernier truc là-dessus. Je lisais le texte. Et là où j'ai le plus sacré dans ma cuisine ce matin, en lisant le texte de Gabriel Duchesne sur la DPJ, c'est quand le CIUS de l'Estrie, qui chapeaute la DPJ de cette région-là, a indiqué ne pas être en mesure de commenter le cas des triplés pour des raisons de confidentialité. Ça, mémo pour Lionel Carman, c'est de la bullshit. Lionel Carman devrait appeler le CIUS et leur dire « Vous allez faire face à la musique. Vous allez parler. » Le maudit bouclier de la confidentialité à la DPJ, là, c'est juste ça. C'est un bouclier pour couvrir votre inefficacité, vos erreurs. Vous faites ça depuis des années. Vous pourriez parler et on ne saurait pas c'est qui les triplés. Il y a des détails qui sont disponibles dans un jugement. Vous devriez expliquer votre conduite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait pour que cette situation-là n'arrive plus jamais? Est-ce qu'il y a des intervenantes qui ont été rencontrées, des superviseurs qui ont été rencontrés? C'est quoi les mesures? C'est trop facile de dire les codes DPJ, c'est confidentiel, on n'en parlera pas. Dans ce cas-ci, à la DPJ de l'Estrie, la confidentialité, ça sert à vous couvrir le cul. Immigration, maintenant, si vous permettez que je me calme un petit peu. Le gouvernement du Québec, on le sait, là, a fait de l'immigration un cheval de bataille. Personne ne remet en doute là, qu'il y a des problèmes avec la capacité d'accueil. On parle de logement, on parle de prestation des services. Il y a beaucoup plus d'immigrants au Québec et au Canada, largement en partie en raison des décisions du gouvernement de Justin Trudeau. Mais le gouvernement du Québec a quand même une marge de manœuvre en matière d'immigration et Radio-Canada nous a appris hier qu'au cours des prochains mois, le gouvernement Legault n'enverra aucun certificat de sélection du Québec, ce qu'on appelle dans le jargon de l'immigration le CSQ, pour 2 programmes d'immigration très prisés. Tout ça, le temps de réaliser une réflexion équilibrée sur les prochains seuils d'immigration. Et là, je lisais ça là, dans les différents quotidiens aujourd'hui. C'est un coup de frein majeur en immigration permanente et ça touche 2 programmes. D'abord, le programme de l'expérience québécoise, qu'on appelle le PEQ, destiné aux étrangers diplômés, et aussi ça va s'appliquer là, sur le plus gros programme d'immigration économique. Et ça hurle déjà, notamment, il y a Polytechnique qui dit, l'école Polytechnique qui dit, écoutez, nous, là, on a beaucoup d'étudiants étrangers français, qui parlent français, donc qui ont choisi le Québec, qui étudient chez nous. Ce serait 20% de leurs étudiants là-bas et ça les vise. Donc, s'ils font leurs études ici au Québec, au Canada, et qu'on ne les met pas sur une autoroute pour qu'ils deviennent citoyens à terme, peut-être qu'ils vont aller en Ontario, peut-être qu'ils vont aller en Colombie-Britannique, peut-être qu'ils vont aller dans d'autres provinces canadiennes et on va les perdre. Donc, on parle ici peut-être de se priver de talents qui veulent s'intégrer et surtout qui parlent français. Donc, on va essayer d'explorer là, ce qui se passe aujourd'hui à l'émission avec cette décision-là, mais ça ne fait pas l'unanimité. Je vous le dis, donc Québec qui veut réviser là, certains seuils d'immigration permanente. Autre texte à lire aujourd'hui qui est absolument fascinant, c'est dans la presse sous la plume de la chroniqueuse Isabelle Haché. Elle a réuni une demi-douzaine d'anciens profs de la fameuse école Bedford dans Côte-des-Neiges. Et c'est fascinant parce qu'ils racontent de l'intérieur, et je le dis, à visage découvert. Ils ont même leurs photos là, dans le journal. Ils sont 8 enseignants retraités pour la plupart. Et ils parlent de l'école Bedford comme une école fantastique. Avant l'arrivée des profs maghrébins, quand ils ont formé un noyau dur
de profs, les profs maghrébins, Tunisie, Algérie, Maroc, là, c'est là que c'est devenu difficile. C'est là que les problèmes ont commencé. Et ce qu'ils disent, ces profs-là, c'est que oui, il y a peut-être un élément de religieux, mais c'est secondaire dans toute la saga de l'école Bedford. Ce qui s'est passé, c'est que c'est plus un problème d'arrimage culturel et aussi de formation. Semble-t-il que ces profs-là avaient d'autres métiers. Parmi eux, là, il y avait d'autres métiers quand ils étaient dans leur pays d'origine, architectes vétérinaires, débarquent au Canada, au Québec, et là, ils doivent travailler, doivent faire vivre leur famille. Et ils ont bénéficié, semble-t-il, sont allés à Ottawa, pour beaucoup d'entre eux, en Ontario, se faire former dans un programme de formation accéléré, sont arrivés ici au Québec, et ils ne connaissaient pas vraiment, semble-t-il, les attentes du ministère, la philosophie de l'éducation ici. Et les profs disent, écoutez, il y a 30 ans, dans ce quartier-là, et à l'école Bedford, c'était les Nations unies. Les Nations unies dans le sens où il y a plusieurs communautés qui sont représentées, mais il n'y en a aucune qui est dominante. Et le visage du quartier a commencé à changer. C'est devenu de plus en plus maghrébin. Et là, parallèlement dans l'école, c'est devenu plus difficile. Il y a des profs qui étaient de plus en plus nombreux qui ont insisté pour parler arabe entre eux. Et le point de rupture, semble-t-il, c'est arrivé le 9 mai 2019 parce que la directrice de l'école de Bedford, et ça, c'est écrit en toutes lettres dans le fameux rapport commandé par Bernard Drainville, les profs maghrébins se sont fait dire, écoutez, vous devriez parler français. Et là, ça a été la révolte. Ça a été le ruage dans les brancards. Ces profs-là ont dit, il n'y en a pas question, vous nous demandez ça et c'est du racisme. Et là, les insultes se sont mises à fuser. Et là, semble-t-il que ce clan dominant n'était pas enclin à se mettre dans la peau de leurs collègues québécois qui disaient, écoutez, on arrive dans une salle de profs, on arrive dans les couloirs, vous êtes en train de parler entre vous en arabe, on ne comprend pas, ça nous exclut. Donc, très, très rigide là-dessus. Et on connaît la suite. La commission scolaire et le centre de services scolaires de Montréal qui ont été incapables de recadrer les choses à l'école Bedford. Et je l'ai dit à ce micro, mais j'ai reçu un message parce que j'ai écrit beaucoup là-dessus sur la saga de l'école Bedford. J'en ai parlé souvent à la radio, ici et à l'émission du Retour. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, quand j'ai fait une chronique là-dessus il y a quelques semaines, me dire, vous parlez du caractère religieux de cette saga juste à la fin de votre chronique, alors que c'est au centre de l'enjeu. Moi, j'ai répondu au monsieur, je dis, écoutez, quand on lit les 90 pages du rapport, l'aspect religieux n'est pas au centre du problème de l'école Bedford. Je ne veux pas dire que c'est secondaire, ça fait partie de l'équation, mais ces profs-là tendent à donner raison au fait que, oui, il y a eu un problème de laïcité, oui, il y a un problème d'envahissement religieux, mais pas que. C'est pas juste ça. Il y a aussi la question de la composition des quartiers. Puis les écoles sont une sorte de reflet de la composition des quartiers. Donc là-dessus, je ne sais pas comment on fait pour s'assurer qu'il y a une diversité d'approches, de vues, de communautés. Dans un quartier, ça risque d'être assez difficile. Sur la question du changement d'heure, sondage intéressant dans le Journal de Montréal, sondage léger, il y a un appui massif des Québécois à la fin du changement d'heure au Québec. Là, le changement d'heure d'automne, là, ça s'en vient. C'est en fin de semaine prochain, dans la nuit de samedi à dimanche. 69% des Québécois qui disent on devrait cesser le changement d'heure. Le petit problème, c'est que la population est plus en faveur de la conservation de l'heure d'été à l'année. Et les experts en sommeil disent, eux, on devrait plutôt adopter l'heure d'hiver. Évidemment, si on prend l'heure d'été, le lever du soleil va se faire un peu plus tôt. Et si on prend l'heure d'hiver, le soleil va se lever un peu plus tard. Donc, débat là-dessus, mais appui massif à la fin du changement d'heure. Et aussi dans le Journal de Montréal, là, les banques alimentaires. On est à quoi? 1 mois et demi de Noël, presque 2 mois, là. Mais les banques alimentaires sont déjà submergées. Il y a déjà des demandes là, pour des paniers de Noël. Et on se demande là, dans les différents organismes à Montréal et ailleurs en région comment on va faire pour y arriver. Sinon, il y a Ford qui bat en retraite à Bécancour. Là, c'est aussi un des fleurons de la future filière batterie. Ford qui était là à l'inauguration de cette usine-là il y a 1 an et demi environ. Et Ford n'est plus dans le décor. On assure qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont venir, mais quand même, on voit que cette filière batterie là, qui était annoncée en grande pompe avec beaucoup d'optimisme, c'est peut-être un petit peu moins rose que ce qu'on escomptait.
Dernier papier dont je veux vous parler, c'est dans la presse, le village gay qui est jugé peu ou pas du tout sécuritaire par les résidents. Il y a un sondage qui a été commandé par ces résidents, un sondage en ligne, qui montre que le sentiment de sécurité dans tout le secteur du village, qui n'est pas seulement un endroit où il y a des bars, des salles de spectacle, etc., mais il y a beaucoup de gens qui habitent là, ben c'est vraiment en train de foutre le camp. Vous pouvez lire ça dans la presse. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. J'ai sorti des gros mots d'église en lisant un texte de la presse ce matin. Texte de Gabriel Duchesne sur la DPJ de l'Estrie. C'est un dérapage, c'est épouvantable. C'est une famille syrienne qui a des problèmes. La famille est dysfonctionnelle. La mère va finir par se reprendre en main, OK? Mais cette famille-là a beaucoup d'enfants, dont des triplés. Donc, 3 enfants de 2 ans qui sont soudés, qui sont retirés de la famille temporairement, sont mis dans une famille d'accueil. Et là, il y a la DPJ qui décide de présenter de faux arguments au juge, de fausses informations et de tenter de donner les triplés en adoption. Déjà là, c'est un premier scandale. Ensuite, la DPJ a tenté de séparer les enfants. On aurait donné les enfants en adoption séparément. Et je dis on aurait donné si la DPJ avait eu gain de cause. Ce qui est arrivé, c'est que la mère de la famille d'accueil temporaire, voyant que la DPJ avait ce plan-là, voyant comment les enfants étaient soudés, elle a sonné l'alarme. Elle a levé la main. Dans le texte de Gabriel Duchesne dans la presse, on l'appelle Catherine. Ce n'est évidemment pas son vrai nom. Elle est au bout du fil. Catherine, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci, ça va bien. Vous-même? Oui, ça va bien. Un petit peu nerveuse, là, mais ça va bien. Je sais que vous êtes nerveuse, Catherine, et je veux vous dire, d'abord, je vous remercie de nous parler. Je pense que c'est une histoire qui mérite un grand rayonnement. Racontez-nous, comment ces enfants-là sont arrivés dans votre maison, ces triplés? Moi, je les ai eus chez moi au total pratiquement 1 an. Sont arrivés, là, vraiment, comme désorganisés. Ils venaient d'être retirés de leur milieu biologique. Moi, je les ai pris chez nous parce que quand on m'a contacté, on me parlait qu'il y avait 3 enfants. Puis j'ai toujours été contre le fait de séparer des fratries. Fait que j'ai dit, je vais prendre les 3 chez moi. J'ai de la place. Je voulais pas qu'ils soient séparés en partant. Donc, on m'a emmené les 3 enfants très tard le soir. Au début, ça a été très difficile parce que, comme c'est mentionné dans l'article aussi, il y avait la barrière du langage. Quand ils sont arrivés, ils ne comprenaient pas le français puis ils ne parlaient pas non plus. Donc, moi, j'ai dû mettre en place des moyens pour communiquer avec eux. Là, Et Catherine, à quel moment vous avez compris que la DPJ voulait les donner en adoption et les séparer, faire 3 adoptions différentes? Ça a été à peu près 6 mois, je dirais, là, de mémoire, après qu'il ait été placé chez moi. On me parlait de leur projet de vie futur. Moi, je posais des questions parce que je voulais en savoir plus. On m'avait mentionné qu'ils pensaient à une adoption pour les enfants. Au départ, je ne savais pas que leur projet, c'était de les séparer. Ça, je l'ai su plus tard. Quand on m'a dit ça, j'ai tout de suite levé la main pour moi les adopter pour qu'ils restent ensemble. Puis en plus, ils étaient déjà chez moi, donc ils avaient leur routine, ils étaient bien établis, ils avaient leur repère parce qu'ils étaient très jeunes. Là, la première réponse qu'on m'a fait à ce moment-là, c'est qu'on ne voulait pas que moi je les adopte. Ils voulaient qu'ils aillent dans une famille banque mixte. Fait que là, j'ai laissé tomber pour l'instant à ce moment-là. Par la suite, on m'est arrivé peut-être 1 mois plus tard que là, ils s'en allaient en adoption de façon séparée. Et là, ça vous a fait lever un drapeau rouge, Catherine? Oui, moi, à ce moment-là, j'ai une lumière rouge qui s'est mise à flasher dans ma tête et je me disais que c'était impossible. Je pouvais pas concevoir qu'on allait séparer des triplets qui avaient été ensemble dans le ventre de leur mère, que là, ils étaient rendus à 2 ans, puis qu'ils avaient été toujours ensemble. Puis moi, je leur voyais leur relation, l'échange entre eux, à quel point qu'ils étaient soudés, puis qu'ils se référaient toujours un à l'autre. Donc, dans ma tête, je pouvais même pas imaginer que ces enfants-là soient séparés. Et là,
vous avez, comme vous l'avez dit, une lumière rouge qui allume. Qui vous avez contacté à ce moment-là? Ben là, j'ai commencé par essayer de discuter avec l'intervenante des enfants en expliquant mes arguments que ils pouvaient pas être séparés, puis j'ai nommé les raisons du pourquoi, qu'est-ce que moi j'observais chez nous, parce que j'étais à temps plein avec eux. Donc, j'étais la meilleure personne pour décrire comment ils interagissaient, comment ils se comportaient. J'ai expliqué ça. Malgré ça, on m'a pas écouté. Fait que là, pas longtemps après, on m'est arrivé pour me dire qu'il y avait une famille qui allait adopter un des 3 triplets. Et là, je me suis mis à paniquer. Je me suis dit, je peux pas laisser faire ça, mais en même temps, j'avais peur des représailles. Fait que j'ai contacté Nancy Audet pour essayer d'avoir de l'aide si j'avais un recours possible, qu'est-ce que je pouvais faire, parce que c'était comme tout nouveau pour moi. Là. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Là. Puis là, Nancy m'a comme un petit peu pris sous son aile, puis elle m'a guidé là-dedans, puis elle m'a appuyé puis soutenue. Là. Je souligne, Catherine, que Nancy Audet, là, c'est évidemment la journaliste, autrice, conférencière, 2 livres sur la DPJ, elle-même ex-enfant de la DPJ. Et là, elle vous a mis en contact avec une avocate. Oui, exactement. Que j'ai raconté mon histoire. Sauf que là, rendu là, dans le processus, là, on est à peu près à 1 semaine avant que la famille parte avec un des triplets pour l'adopter. Là, parce que moi, il avait déjà commencé à venir chez moi pour créer un lien avec un des triplets, là, dans le but de, oui. À ce qu'ils se connaissent, puis tout, là. Fait que là, on était très serrés dans le temps. Là, l'avocate que Nancy m'a référée, on cherchait les avocats au dossier, là, des enfants, des parents. Moi, j'avais pas ces informations-là, donc elle a fait des recherches. Elle les a contactés. Personne n'était au courant de la situation qui se passait chez moi en ce moment. Donc, ni l'avocate des enfants, ni l'avocate de la mère savaient que les enfants s'en allaient en adoption et qu'il y en avait un des 3 qui quittait dans les prochains jours pour être adopté. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'intervention de cette avocate référée par Nancy Audet qui a sauvé cette fratrie de triplés? Oui, tout à fait, parce que sinon, j'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé. Là. Catherine, merci de nous avoir parlé. Merci pour ce que vous faites comme famille d'accueil. C'est nécessaire. Et vraiment, bonne chance dans votre aventure de famille d'accueil. Vous avez bien fait de parler. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. C'était Catherine, responsable d'une famille d'accueil. Elle est au centre d'un papier de Gabriel Duchesne dans la presse ce matin. Je me tourne maintenant vers Nancy Audet, justement, autrice, journaliste, conférencière. Elle connaît très bien la DPJ, prend souvent la parole pour défendre les enfants de la DPJ. Salut Nancy. Allô, Patrick. Nancy, quand cette femme-là t'a contacté, ça a été quoi ta réaction devant son récit de projet de séparation de triplés par la DPJ de l'Estrie? Ben, j'étais très choquée, très préoccupée. Même parfois, au départ, Patrick, quand des gens m'écrivent, je me dis, mais ça se peut pas. C'est impossible que ça se produise. Donc, j'ai pris tout de suite la peine de l'appeler, de lui parler au téléphone, de lui poser de bonnes questions et de comprendre qu'effectivement, c'est bel et bien ce qui arrivait, qu'on allait partir de façon assez sauvage avec un des 3 bébés. Assez rapidement aussi, elle m'a envoyé des photos. J'avais besoin de voir la relation aussi entre les enfants. Et ce que j'ai vu, c'est de beaux enfants très proches un de l'autre, très souriants, très épanouis. Visiblement, elle avait fait un travail fantastique pour s'occuper de ces enfants-là. Et là, je savais que l'heure était grave, qu'il fallait agir rapidement. Et donc, j'ai appelé Maître Mylène Leblanc, qui, à mes yeux, Patrick, je tiens à le dire ce matin, qui est probablement la meilleure avocate en droit de la jeunesse qu'on a au Québec et qui n'hésite pas, dans des cas comme ça, à dire « j'y vais maintenant, même si je suis débordée, même si j'ai beaucoup de dossiers, il faut sauver ce bébé-là, ces bébés-là. » Et elle est embarquée immédiatement dans le dossier. Elle a fait un travail absolument remarquable pour permettre à ces enfants-là non seulement de rester ensemble, mais vous le savez, là, finalement, ces bébés ont pu retrouver leur mère biologique qui avait fait tellement de travail pour se reprendre en main et qui était apte finalement à reprendre ses enfants, contrairement à ce que disait là, la direction de la protection de la jeunesse.
Donc, c'est ça, parce que ça, c'est ce qu'on n'a pas abordé encore dans le segment actuel, c'est que la mère s'est reprise en main, elle a retrouvé les enfants, et là, ça va, semble-t-il, assez bien. Mais je veux t'entendre, Nancy, sur un aspect de cette histoire-là qui me semble absolument révoltant. C'est-à-dire que, devant le juge, la DPJ a plaidé qu'il y a très peu d'études qui ont été faites sur l'impact de la séparation chez les triplés. Or, c'est faux. Et la juge l'a dit, une simple recherche Internet là, démontre le contraire. Est-ce que la DPJ a menti devant le tribunal? Mais c'est sûr. C'est impossible. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller faire des recherches sur Internet sur les risques liés à la séparation de ces bébés-là. J'ai même demandé une référence pour parler à un spécialiste qui travaille avec des bébés depuis je pense que le monsieur avait 83 ans, quelque chose comme ça, et il m'a dit que c'était vraiment inquiétant ce qui était en train de se passer et que ça allait laisser de vives séquelles aux enfants, qu'on allait donc créer, que la DPJ allait créer probablement un trouble sévère de l'attachement chez ces petits bébés qui dormaient ensemble et ils étaient inséparables, Patrick. Imaginez ce qu'on allait faire vivre à ces enfants-là qui allaient peut-être grandir avec un vide dans le cœur sans comprendre comment ils allaient se sentir. J'étais sidérée, mais vraiment sidérée que des gens qui sont chargés de protéger les enfants les plus vulnérables de notre société agissent comme ça dans ce dossier-là. Puis, il y a quand même des détails importants qui ne sont pas abordés dans l'article, mais je vous dis, là, qui vous ferait, là, qui vous donnerait des frissons dans le dos. T'sais, quand on débarque comme ça, puis du jour au lendemain avec une famille adoptive, banque mixte, qu'on débarque dans la maison, puis de façon sauvage, bon, regarde, ça c'est tes nouveaux parents, regarde, parce qu'il y avait un enfant aussi, un autre enfant là dans le dossier, regarde, tu vas vivre avec cet enfant-là bientôt ici. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Puis, tu sais, ce qui est inquiétant aussi, Patrick, dans ce dossier-là, c'est que les personnes qui ont été impliquées, il n'y a pas juste un niveau décisionnel. Il y a plusieurs personnes dans la chaîne décisionnelle qui ont décidé que ça, c'était la bonne décision. Des gens qui sont supposés là, être qualifiés. Là. Mais ces gens-là, il y a eu une lésion de droit dans ce dossier. C'est écrit noir sur blanc. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, ils font leur travail comme si de rien n'était. Il y a eu aucune sanction à la DPJ de l'Estrie. Puis je vous rappelle que cette DPJ-là, on la connaît bien au Québec. Hein? C'est pas le premier dossier. Je veux dire, la fillette de Granby. Hein? Donc, c'est comment ça qu'encore aujourd'hui, on prend des décisions comme ça sur des petits-enfants? Comment ça qu'on peut briser des vies? Puis, ce qui me hante depuis que cette histoire, c'est combien de bébés? Je n'ai pas le choix de me poser la question. Je n'ai pas le choix parce que de la façon que ça a été fait, avec beaucoup d'arrogance aussi, il faut le dire, beaucoup de méchanceté. Combien de bébés? C'est arrivé combien de fois? Parce que on n'a pas toujours des messages comme ça de gens. Les gens ont peur. Les gens ont peur, Patrick. C'est ça que j'entends plus souvent. J'ai peur. La DPJ suscite la peur de tout le monde, la peur des enfants, la peur des familles, la peur des parents. C'est pas normal. C'est une institution qui devrait être bienveillante. Suscite autant la peur chez les gens. Des gens qui aiment certains qui adorent les enfants, qui font ça pour les bonnes raisons. Donc, tu sais, la première fois qu'on est sorti du tribunal, que Catherine est sortie du tribunal, elle était très nerveuse quand elle est sortie de cette audience en urgence. Puis elle m'a tout de suite appelée pour me raconter comment ça s'est passé. Puis elle m'a dit « Ah, attends Nancy, l'intervenante au dossier vient me parler. » Mais elle ne sait pas que je suis en ligne. Donc elle baisse sa fenêtre et j'entends l'échange entre les deux. Et ce que j'ai entendu, Patrick, ce matin-là, m'a fait mal, là, parce que c'était tellement méchant. C'était tellement arrogant de traiter cette femme avec si peu de respect, avec de la méchanceté dans la voix, lui dire qu'elle n'allait pas gagner, que c'est la DPJ qui allait gagner, qu'on allait réussir à faire adopter ce bébé-là, peu importe ce qu'elle fait. Out! Donc, je veux juste dire à cette intervenante-là aujourd'hui, je t'ai entendu.
et tu n'as pas ta place dans cette profession-là et tu fais ombrage à tout plein d'intervenants qualifiés qui font bien leur travail pour les enfants et c'est toi, tu fais partie du problème. Donc, il faut que ça cesse, Patrick. Il faut faire le ménage. Je demande à M. Carman de réviser les dossiers partout au Québec. Ce n'est pas le seul dossier, c'est une certitude. Il faut aller vérifier parce que c'est des petits bébés, c'est des petits enfants et il va avoir des conséquences pour toute la vie. C'est important d'agir maintenant pour faire le ménage. Nancy, merci pour ton témoignage. Je te l'ai souvent dit, tu fais œuvre utile dans le dossier de la DPJ et particulièrement dans ce cas-là. Merci, Patrick. Bonne journée. Merci. C'était Nancy Audet, journaliste, conférencière, autrice de 2 livres sur la DPJ, elle-même une enfant de la DPJ. Quelques observations avant d'aller à la pause. D'abord, elle pose la bonne question, Nancy. Il y en a combien d'autres cas comme ça, inhumains? C'est une question qui est vertigineuse parce qu'on n'aura jamais la réponse. Dans ce cas-ci, ça a été médiatisé. Il y a quelqu'un qui est intervenu et on a sauvé ces enfants-là. L'autre affaire, M. Carman devrait dire à la DPJ et au CIUS de l'Estrie, arrêtez de vous cacher derrière le principe de confidentialité des cas de protection de la jeunesse. Allez au BAT. Vous pouvez le faire. Là, c'est un faux fuyant que de dire le dossier est confidentiel, on ne peut pas parler. Non. Vous servez de la confidentialité pour vous protéger le cul aujourd'hui. C'est ça que vous faites. Deuxième affaire, M. Carman devrait dire à la DPJ, si j'entends qu'il y a des représailles contre Catherine, la mère famille d'accueil, vous allez entendre parler de moi. Il devrait le dire très clairement. Et troisièmement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je le souligne, il y a de très bonnes personnes à la DPJ. Et j'ai reçu un témoignage. OK? Nancy l'a dit, il y a des mauvaises personnes à DPJ qui font ombrage aux autres, mais je trouve utile de vous relater le témoignage de quelqu'un qui m'a écrit sur les fois où ça marche à la DPJ. Je sais que c'est terrible les histoires racontées dans la presse, mais mon histoire, comme celle de milliers d'autres, est très positive. La DPJ a littéralement sauvé ma fille et mes petits-fils d'une situation intenable. Intervenante à l'écoute, aide immédiate aux enfants dans leur développement, soutien de la famille par le biais de travailleuses sociales et autres. Bref, sans la DPJ, mes petits-enfants ne pourraient célébrer l'Halloween aujourd'hui avec des étincelles dans les yeux et un immense sourire. Et j'ajoute que c'est pour ça qu'on parle des cas qui ne fonctionnent pas. C'est justement parce qu'il y a de l'excellent travail et les pommes pourries font ombrage à l'excellent travail des intervenantes de la DPJ. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. La semaine dernière, il y a 2 militants écologistes qui sont grimpés dans la structure du pont Jacques-Cartier. Évidemment, la circulation a été mise à l'arrêt pendant quelques heures. Ça a causé de grandes perturbations. Du côté des militants, ce qu'on dit, c'est, écoutez, oui, il y a des perturbations, sauf que les perturbations des changements climatiques sont plus grandes. Il y a ce matin, 8h30 au Palais de justice de Montréal, une manifestation pour appuyer le militant Olivier Huard qui doit comparaître ce matin. Je m'entretiens immédiatement avec Sandrine Giéroula, elle est porte-parole du collectif Antigone. Madame Giéroula, bonjour. Bonjour. Donc, cette manif-là, le but, c'est quoi exactement ce matin? Oui, en fait, c'est de montrer l'appui populaire face à la répression que les activistes sont en train de vivre depuis une semaine. Et étant donné que Olivier va comparaître aujourd'hui pour discuter, en fait, et négocier de ses conditions de libération, on veut montrer, en fait, que ces conditions de libération et celles de ses co-accusés sont totalement antidémocratiques et une atteinte à la liberté d'expression. OK. C'est quoi ces conditions-là? Celle de Michel, c'est entre autres l'impossibilité, en fait, de parler aux médias et sur les réseaux sociaux par rapport à son arrestation et tout ce qui concerne l'action de la semaine dernière. Elle n'a pas le droit de manifester et de se présenter dans un rassemblement public de plus de 3 personnes. Et bien entendu, elle n'a pas le droit de parler à ses co-accusés. Puis pour Jacob, qui a été libéré mardi, sur ces conditions-là se rajoute également un couvre-feu de 11h le soir à 7h le matin
tous les jours, ainsi que le refus, en fait, l'impossibilité de porter du matériel de grimpe sur la voie publique. Bien, pour le matériel de grimpe, je vous dirais, Mme Giroula, que les gens qui sont remis en liberté, généralement, on veut, dans les conditions de remise en liberté, qu'ils ne recommettent pas des méfaits liés à leur remise en liberté. Le matériel de grimpe, on peut comprendre, mais par contre, ce qui est vraiment absurde, c'est le fait qu'ils n'ont pas le droit de parler aux médias, c'est le fait qu'ils ont un couvre-feu, c'est le fait qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler. Donc ça, c'est vraiment une atteinte à la liberté d'expression. C'est un processus qui est antidémocratique. Normalement, ces conditions-là sont données à des gens qui ont fait des cas graves de harcèlement. Donc vraiment, de donner ça à des activistes, c'est un précédent qu'on n'a jamais vu auparavant. Là-dessus, il faut vous donner raison, et je le souligne, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui s'étonne aussi et qui trouve que c'est un précédent. Écoutez, je ne veux pas me lancer dans un débat politique avec vous, mais j'ai vu des communiqués de presse passer, Mme Giroula, où vos camarades étaient décrits comme des prisonniers politiques. Oui. Il me semble que quand on parle de prisonniers politiques, on parle de Mandela, de Navalny, de Raif Badawi, des gens qui sont persécutés personnellement par un État autoritaire. Jusqu'aux dernières nouvelles, là, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le cas de vos camarades. On peut le voir juste dans le processus juridique qu'on a eu dans la dernière semaine, qui normalement ne fonctionne pas selon ces normes-là. Juste l'enquête sous caution doit être réalisée dans les 72 heures après l'arrestation. Dans le fond, la procureure a poussé pour qu'il y ait un débat plus long pour repousser la date de l'enquête sous caution. Leurs conditions en prison étaient exécrables. Présentement, Olivier est en grève de la faim depuis samedi matin et depuis dimanche soir, il est à l'infirmerie avec seulement une petite jaquette sur un petit lit d'hôpital. On lui fait du chantage émotionnel pour qu'il mange. On lui dit qu'il ne peut pas parler à son avocate, qu'il ne peut pas parler à sa copine s'il ne mange pas. Ça, c'est des conditions qui ne devraient être pour personne, encore moins pour les activistes qui sont là pour lutter pour notre survie collective. En quoi ça en fait un prisonnier politique? Ça en fait un prisonnier politique parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est une répression directe face aux actes de désobéissance civile. Quand on sait que dans l'histoire, la désobéissance civile, c'est qu'est-ce qui a fait, qui nous a donné des droits, c'est qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, j'ai la capacité de parler et de m'impliquer en tant que femme. Donc, je vous dis, présentement, ce qu'on voit, c'est une répression qu'on n'a jamais vue auparavant. Et avec les conditions sous lesquelles ils sont libérés, c'est vraiment une contrainte aux droits fondamentaux. Donc, pour nous, et pour Amnesty International qui a endossé les activistes, c'est une atteinte à leur liberté. C'est des prisonniers politiques. Mais non, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Écoutez, je pense qu'Alexis Navalny aurait voulu jouir de ces conditions au Palais de justice de Montréal puis à Bordeaux. Il a trouvé ça moins pire. Pour être honnête, le fait que les activistes ils sont traités de la sorte, c'est totalement inacceptable. Puis encore une fois, on est en train de traiter la désobéissance civile. Le gouvernement lui-même le dit. François Bernardel le dit la semaine dernière qu'il fallait réprimer les activistes, que les médias ne devaient pas leur parler. Ça, c'est dangereux pour une démocratie. Ouais, puis les médias, Mme Giroula, ont dit à M. Bernardel d'aller se faire voir aussi. Puis ils n'ont pas été enfermés. Oui, mais après ça, ce qu'on voit, c'est que la couronne essaie de réprimer à l'interne. Tout le processus juridique qu'on a vu dans la dernière semaine n'est pas constitutionnel. Il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites par le procureur et la couronne. Puis ça, c'est pour repousser mais ça, madame, des procureurs qui font des erreurs puis des juges qui outrepassent leurs droits, là, ça se voit tous les jours dans les palais de justice. Puis des fois, c'est corrigé. Ça ne veut pas dire que ce sont des prisonniers politiques qui en font les frais. Ça reste que les procédures qu'on a vues sont intentionnelles. On le sait. Puis, c'est pas parce que, là, présentement, on parle uniquement d'Olivier Jacob que les conditions en prison ou que le processus, le système judiciaire est mauvais en soi pour tout le monde. Ça, on le dénonce amplement, que le système carcéraire en ce moment ne fonctionne pas. On préfère financer la police et pas financer le soutien dans les prisons. Il y a 3 gardes pour 600 détenus, mais il y a énormément de policiers qui sont là à toutes nos manifestations. Écoutez, j'ai posé la même question à Jacob la semaine passée quand il a grimpé dans le pont Jacques-Cartier, Sandrine Giroula. Donnez-moi un exemple que ça fonctionne, des actes de désobéissance civile comme bloquer le trafic comme ça. Quelque chose de concret qui va au-delà de « on a provoqué une prise de conscience ». Bien, on a toute l'histoire pour nous présenter ça. Je repense aux suffragettes, encore une fois. Non, remontons pas à 100 ans dans le temps. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça a marché, votre action? Que ça a changé quoi que ce soit? Ça va être l'accumulation des tactiques et des actions qui va faire en sorte qu'on va réussir à gagner. Mais on n'a pas encore gagné cette bataille-là, clairement pas, dans la manière dont vous me parlez puis dans la manière dont les médias réagissent, sur le fait qu'on ne considère pas que présentement la crise climatique, elle est importante, sur les commentaires qu'on a vus du gouvernement puis de François Bonnardel.
Il faut qu'on continue. Jamais dans l'histoire une révolution a été faite avec une seule action. Fait que c'est la continuité puis l'accumulation de ces actions-là puis ces moyens de pression-là, que ce soit des pétitions jusqu'à la désobéissance civile, qui ont fait en sorte qu'on a les droits qu'on a en ce moment. Puis il faut reconnaître que l'environnement, l'accès à un environnement sain, puis l'accès à un futur, parce que moi j'ai 25 ans, c'est un droit sur lequel on doit se battre. Ouais. C'est pour ça qu'on utilise la désobéissance civile. C'est parce qu'on a essayé tous les autres moyens, puis malheureusement, on ne se fait pas entendre. Et on a essayé toute la game gouvernementale avec les pétitions, les appels à la cour, les manifs. Rien ne fonctionne. Fait que moi, pour vrai, si vous avez des idées, je les attends. Madame Giroula, Michael Mann est un des plus grands scientifiques américains du climat. Et il a fait faire une étude, justement, sur ces actions de perturbation. Et ce qu'ils ont constaté, lui et son groupe de recherche, c'est que des actions perturbatrices comme ça, c'est plate, mais ce que ça fait, c'est qu'au mieux, les gens s'en foutent et au pire, ils n'écoutent plus les environnementalistes. Puis ça, c'est pas son opinion, c'est basé sur une étude, c'est basé sur de la science. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Des études là, empiriques, c'est pas genre tout le temps qu'est-ce qui ressort. Il y a des études qui vont dans tous les sens. Par contre, nous, ce qu'on voit, parce qu'on a fait l'action il y a 5 ans, c'est qu'il y a déjà un changement dans l'opinion publique. Il y a 5 ans, il y avait énormément de critiques. Et là, ce qu'on a ressenti depuis une semaine, c'est énormément d'appui populaire. Il y a un changement dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez vu les sondages fédéraux qui vont qui donnent M. Poilievre favori? C'est pas tout le monde qui a un micro comme vous, mais ce qu'on voit, les messages qu'on reçoit, c'est qu'il y a un énorme support populaire parce que qu'est-ce qu'il y a eu en 5 ans? Il y a eu zéro action de la part du gouvernement, mis à part la négligence. Mais la CAQ a été réélue. Des catastrophes climatiques s'accentuent. On a vu en Espagne, il y a 2 jours, ou hier, des pluies diluviennes qui ont causé des accidents et plus de 60 de morts. On l'a vu avec l'ouragan Milton qui dépasse la capacité mathématique de ce qu'un ouragan puis qu'un océan peut créer comme catastrophe. Personne ne dispute ça. C'est pas ça que je vous dis, Sandrine. Pas ça que je vous dis du tout. Je vous dis que ça marche pas des actions comme ça. Ça n'a pas d'effet dans le public. Moi, je vous dis que ça fonctionne. C'est normal que l'opinion publique soit dérangée en ce moment parce que je comprends, c'est dérangeant de bloquer le trafic. Toutefois, dans l'histoire, ce qu'on voit, c'est que les tactiques de désobéissance civile ont fonctionné et on n'a pas le choix de continuer à déranger. Puis ce qu'on a vu entre 5 ans et aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus d'appui populaire. Merci d'avoir été avec nous, Mme Giroula. Bonne manifestation. Merci, bonne journée. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. J'accueille maintenant en studio l'avocat en immigration Jean-Sébastien Boudreau pour parler de cette nouvelle qui est sortie hier, là, un peu du champ gauche, mais Québec qui impose un moratoire sur les 2 programmes en immigration permanente, notamment sur les travailleurs qualifiés, et on promet de présenter un scénario sur la baisse des seuils d'immigration. Ça cause un choc dans plusieurs pans de nos concitoyens là, qui attendent peut-être de devenir citoyen ici au Québec et au Canada. Monsieur Maître Boudreau, bonjour. Bonjour. Avez-vous été surpris par cette annonce hier soir? J'ai été un peu... oui, je suis tombé un peu en bas de ma chaise. Parce que là, on rajoute une couche. On a fait un moratoire sur l'immigration temporaire. Et là, d'annoncer comme ça, à brûle-pourpoint, sans en avoir entendu parler, un moratoire sur l'immigration permanente, là, ça cause un grand débalancement dans tout ce qui est d'immigration. Puis je pense qu'on oublie souvent quand on parle d'immigration, puis vous en avez parlé, je pense que c'est cette semaine, la semaine passée, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a des gens derrière ces chiffres-là. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des personnes qui travaillent. On a des entreprises qui vont perdre des employés parce qu'ils ne seront pas capables de renouveler leur statut temporaire et éventuellement ne seront pas capables de faire leur demande de résidence permanente. Mais je pense que l'argument au gouvernement, c'est de dire, quand on est ici sur un statut temporaire, le mot le dit, c'est temporaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis que c'est un peu de la foutaise parce que c'est comme ça qu'on attire nos gens. C'est comme ça qu'on essaie d'aller chercher nos gens. C'est la porte qu'on donne aux gens pour la résidence permanente. On leur dit, venez chez nous, venez de façon temporaire, venez voir si vous aimez ça, venez voir si vous êtes capable de vous intégrer, si vous êtes capable de vous trouver un emploi. Puis une fois que vous serez intégré, on va vous faciliter. Et c'est pour ça qu'on a mis des programmes comme le programme d'expérience québécoise pour faciliter la tâche aux gens qui sont déjà ici, déjà intégrés. Et c'est ces gens-là qu'on veut. Moi, on m'aurait dit, on met un moratoire sur aller chercher des gens de l'étranger et on va régler nos problèmes d'immigration au Québec. On va rendre permanents les gens qui veulent être permanents, qui sont présentement temporaires sur le territoire. Je vous aurais dit, c'est pas une mauvaise idée. Regardons comment on peut le faire. Le problème, c'est que on est toujours, depuis plusieurs années en immigration, en réaction au lieu d'être en action et en planification.
on réagit. On voit que ça ne marche pas, on met un moratoire. On réouvre la machine, on referme la machine. Ce qu'on veut au Québec, là, c'est on veut les meilleurs immigrants pour le Québec. À un moment donné, à force de jouer comme ça, à la cha-cha, on avance, on recule, ben, les meilleurs immigrants viendront peut-être pas au Québec. Mais ce que je lis dans les réactions aussi, puis dites-moi si ça se peut, c'est qu'il y a des gens qui sont ici, parfois, souvent, des Français, notamment, ou en tout cas des gens qui parlent français, qui sont formés, certains dans nos universités, qui voudraient devenir citoyens canadiens via le programme québécois, et là, qui vont se faire fermer la porte. Ça, première question, ça, c'est vrai, là? C'est tout à fait vrai. OK. Deuxième question, est-ce que ces gens-là vont devoir retourner en France ou ailleurs, ou juste se dire, ben tant qu'à ça, je vais aller me faire citoyen canadien en Ontario, en Colombie-Britannique? Ben, vous en avez probablement qui vont dire, ben oublie ça, je vais retourner chez moi. Mais il y a une possibilité, et moi, je l'ai conseillé à certaines personnes, certains amis, j'ai dit, déménage à Ottawa, puis tu vas avoir ta résidence permanente à l'intérieur de 6 mois, et éventuellement, tu reviendras au Québec. Mais c'est pas une façon de faire, c'est pas une façon de planifier, c'est de prendre des gens, de les déraciner, de leur dire, ben, allez-vous-en en Ontario, parce que si vous êtes francophone en Ontario, ça va aller plus vite qu'au Québec. Voyons donc. On n'arrête pas de dire qu'on veut protéger la langue française. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Arrêtons d'utiliser l'immigration comme bouc émissaire de tous les problèmes de la société québécoise. Mais vous connaissez mieux l'immigration que moi, là, Jean-Sébastien Boudreau, vous êtes avocat dans le domaine. Qu'est-ce qui aurait été, selon vous, une façon, disons, peut-être pas plus humaine, mais peut-être plus efficace de justement baisser les seuils d'immigration? Parce que je vous entends, mais il y a quand même un consensus. Notre capacité d'accueil est mise à l'épreuve présentement. Bien, moi, j'aime beaucoup l'idée de gérer ce qu'on a sur les gens qu'on a déjà ici, qui sont déjà intégrés. Donc, j'aurais pas été fermé à l'idée de dire, bien, arrêtons d'aller regarder à l'étranger. Fermons nos programmes pour l'étranger. Pour des gens qui sont pas ici, qui n'ont pas encore appliqué, fermons le programme. Ou qui ont appliqué, mais qui n'ont pas encore été acceptés. Qui n'ont pas encore été acceptés. Ouais. Bon, ben, disons, ben, OK, on met un moratoire sur ces demandes externes-là au pays, des gens qui ne sont pas déjà ici. Traitons les gens qui sont ici. Rendons permanents les gens qui veulent le devenir et montrons la porte aux gens qu'on ne veut pas qu'ils restent ici. Mais diminuons nos bassins ici. Une fois qu'on aura réglé le problème interne du Québec, bien, on réouvrira nos portes vers l'étranger. Je pense que cette façon-là, c'est une façon humaine. C'est une façon aussi qui protège nos entreprises. Il ne faut pas oublier que l'économie québécoise est beaucoup basée sur la PME. Et la PME travaille majoritairement beaucoup avec des étrangers. Il y a encore beaucoup d'emplois que les Québécois, les Québécoises ne veulent plus faire. Et on doit se tourner vers des étrangers pour faire ces emplois-là. J'aime beaucoup l'idée de robotiser, mais à un moment donné, ouais, ça c'est l'idée de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça ne se fera pas en 3 semaines, robotiser. De faire un virage. Pendant ce temps-là, je pense qu'il faut arrêter de regarder l'immigration comme une chose isolée. Il faut regarder l'immigration comme des gens qui sont là. Et le jour où on va regarder l'immigration comme étant une force et un avantage, et on va planifier notre immigration de façon intelligente, on n'en aura plus de problème. Maître Boudreau, merci d'être venu nous donner ces explications. On va suivre le dossier. Je pense que c'est pas fini, le dossier immigration. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. De Maître Jean-Sébastien Boudreau, qui est avocat en immigration. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Pour le segment culturel de Catherine, on va aborder un sujet chaud. L'Union des artistes, l'UDA, Catherine, là, qui interrompt des tournages ces jours-ci. On l'a fait avec Les Armes la semaine passée. Effectivement, oui. De Aesios, là, de Fabienne Larouche qui produit. Et là, hier, 2 autres plateaux de tournage qui ont été interrompus dans le cadre de ces négociations avec les producteurs. Exactement, celui de Mr. Big et aussi de Alerte. Et j'ai envie qu'on prenne le temps pour bien expliquer aux gens, parce que ça peut être complexe. Il y a des négociations qui ont lieu quand même depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. On va parler avec la présidente de l'Union des artistes, Tania Contoyani. Bonjour, Tania. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui achoppe dans les négociations pour que les gens puissent bien comprendre? Là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a commencé les négociations, il faut savoir, en mai 2023. Ça fait donc 1 an et demi maintenant. Notre convention collective est échue depuis février 2023. Donc, on travaille encore sous les anciennes ententes alors qu'on est en 2024. L'essentiel de nos demandes concerne nos droits de suite. Ça, c'est comme des droits d'auteur, mais pour les interprètes.
et qui sont vraiment ridicules sur le web. Des concessions qu'on a faites il y a plusieurs années quand le marché du web est apparu. Et là, ce qu'on dit aux producteurs, c'est qu'il faut que le web soit à égalité avec la télé traditionnelle. On ne peut plus dire que c'est un marché émergent ou secondaire ou inférieur. Ça, c'est l'essentiel. Puis il y a les mises en disponibilité aussi, c'est-à-dire que quand on a 2 ou 3 jours garantis, on nous réserve parfois des semaines où on ne peut pas prendre d'autres contrats, le temps qu'on ait nos horaires et tout ça. Alors, pour des travailleurs autonomes, c'est absolument inacceptable. Il faut qu'on trouve un chemin de passage autre que ça, faire nos calculs différemment. Puis pour l'intelligence artificielle, qui est notre 3e point, où on demandait un encadrement et une protection, ça allait bien jusqu'à maintenant, mais là, on a un net recul là-dessus. En général, sur tous les points que je vous nomme, on est extrêmement déçus des dernières propositions. Tania, l'Union des artistes représente les comédiens et comédiennes. Là-dedans, là, on négocie avec l'Association québécoise de la production médiatique qui représente les producteurs. Mais il y a de moins en moins d'argent en télé. Je comprends que la négo est avec les producteurs. Est-ce que les diffuseurs ne devraient pas être à la table? En ce moment, vous le dites, Patrick, on ne négocie pas avec les diffuseurs. Ils ne sont pas à la table. C'est pas avec eux que nous avons nos ententes collectives. C'est avec les producteurs. Mais je vous cacherai pas que des fois, on a l'impression de négocier avec les diffuseurs. On les sent bien près derrière. Alors, je ne sais pas quelle va être l'issue de ça, mais certainement, ils sont très intéressés par ce qui se passe dans les droits. Mais c'est pas avec eux qu'on négocie, c'est avec les producteurs. Et les droits qu'on demande en ce moment, je trouve ça inconcevable. Que les artistes, vous avez parlé des acteurs et actrices, mais tout le monde travaille sous cette entente-là en cinéma et en télé parce que la variété aussi, c'est tout ce qui se fait en cinéma-télé. Alors, chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, animateurs, animatrices, tout le monde travaille sous cette entente-là. En ce moment, ça me semble inconcevable que des artistes ne soient pas capables d'obtenir des demandes vraiment raisonnables. On ne demande pas la lune. Alors, il y a peut-être moins d'argent à la télé à cause de la publicité, mais il y a de l'argent dans l'industrie, puis il y a beaucoup d'argent public, essentiellement de l'argent public. Alors, j'interpelle le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel du Québec, présidé par Monique Simard et M. Lamarre. J'espère qu'ils surveillent de près nos négociations actuellement parce que je trouve que c'est un symptôme d'un problème qu'il y a dans notre industrie en ce moment. Beaucoup d'argent public circule. Peu de mains ont droit d'y toucher. Puis les artistes, en général, et là, je vous parle de gens, Patrick, qui ont des carrières, qui se demandent, est-ce que je vais devoir abandonner le métier pour faire vivre ma famille? Mais ça, Tania, c'est important de le mentionner parce qu'il y a quand même beaucoup de préjugés par rapport au salaire des artistes. On voit des artistes à la télé, on s'imagine évidemment que c'est le gros salaire. Juste nous rappeler combien gagne en moyenne au Québec un artiste? Un artiste en général au Québec gagne moins de 22 000 $. Si on exclut, là-dedans, il n'y a pas les gens qui ne gagnent pas d'argent. OK? On s'entend, on parle des contrats UDA en ce moment, là, donc des gens qui travaillent, qui ont des contrats. Si on exclut le 1 de notre membrariat qui fait des salaires importants, là, et là, allez pas vous imaginer que c'est le 1 de la société en général. Là. Non. C'est des gens qui gagnent décemment leur vie et pour qui la carrière peut s'arrêter demain matin. Là, on le sait, on est extrêmement précaires et vulnérables devant nos producteurs. Alors, si on les exclut, eux, notre 1 on se retrouve en bas du seuil de la pauvreté et on se retrouve à 17-18 000. Est-ce que le fait d'interrompre des tournages, des plateaux où il y a quand même beaucoup de techniciens, il y a de l'argent et des producteurs qui sont aussi de votre côté quand même, est-ce que c'est le meilleur moyen de pression? Alors, nous, on a commencé nos moyens de pression tout de suite après avoir eu notre mandat à 99 % le vote. Les membres nous ont dit qu'on pouvait exercer des moyens de pression allant jusqu'à la grève générale illimitée. Les 2 premières semaines, ce qu'on a fait, c'est juste aller sur le plateau pour s'assurer que nos ententes sont appliquées à la lettre. Là, on s'entend que quand ton moyen de pression, c'est faire appliquer ton entente, t'es pas violent, là. Mais maintenant, on est dans un blitz de négociation de plusieurs heures par jour. Là, je vous pense que ça négociait jusqu'à tard dans la soirée hier. Et on sent un recul. On sent qu'on est en train de gagner du temps de la part des producteurs, puis qu'on recule au lieu d'avancer. Alors, quels moyens avons-nous à part arrêter un plateau? Je veux dire, une grève, c'est ça, c'est pas se pointer au travail. Merci. Alors, Merci.
On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Tania. Bonne journée, bonne chance. Merci pour votre invitation. C'était la présidente de l'UDA, l'Union des artistes, Tania Contoianni. Maintenant, on va parler, Catherine, avec une productrice qui est aussi comédienne bien connue. Sophie Lorrain est au bout du fil. Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie, tu produis chez Also Productions. Tu es aussi comédienne et une de tes productions là, qui a été interrompue hier, Mr. Big. Est-ce que tu te sens écartelée dans ce débat-là? Ben, c'est sûr. Je ne peux pas faire autrement. Je suis membre en règle de l'Union des artistes, aussi de l'Union des réalisateurs, aussi de l'ACTRA, aussi de l'EQPM, et beaucoup. Mais en même temps, je comprends. Je veux dire, ils exercent un droit de vote qui apparemment semble légal, donc on ne peut pas faire autrement. Puis oui, je me sens écartelée parce que ce sont mes collègues et ce sont des gens avec qui j'aime travailler. Producteurs et créateurs aussi pour cette raison-là, pour travailler en collégialité avec des gens. Donc oui, je suis écartelée. Ton partenaire et conjoint aussi, le producteur et réalisateur Alexis Durand-Brault, qui était sur le tournage de Mr. Big, a dit, lui, qu'il comprend les comédiens et comédiennes. Ben oui, on comprend la situation, on la comprend très bien, je veux dire. Mais c'est une problématique parce que c'est un ensemble de problèmes qui a des répercussions à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'à l'UDA, c'est aussi à la QPM. Il y a plus d'argent. Nous en sommes là. Et puis, je veux dire, c'est une réalité à laquelle on est confronté ici. Je tourne en ce moment des séries avec des budgets qui sont amputés de au moins 10 à 30 de ce que j'avais il y a 4 ans. Fait qu'à un moment donné, il y a une réalité qui est là aussi. Maintenant, où est la solution à ça? Ça, c'est là la véritable question. Est-ce que la solution passe par les gouvernements? Parce qu'on parlait d'argent public, qu'il y en a quand même beaucoup qui circulent, mais que ça ne va pas aux bonnes places, au bon endroit? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent public qui circule. Nous sommes une industrie subventionnée à je ne sais plus combien de pourcents, comme beaucoup d'autres industries d'ailleurs, parce qu'il va falloir enlever la notion auprès du public que nous sommes la seule industrie qui est subventionnée. Hein? Beaucoup d'industries sont subventionnées au Québec. Là. Mais le fait est que, oui, il va falloir s'asseoir. Puis je pense qu'il faut s'asseoir pas seulement avec des technocrates, il faut s'asseoir aussi pour en discuter avec les principaux intéressés, les créateurs. Parce que sans créateurs, il n'y a rien à l'autre bout. Alors, de la lorgnette. Alors, je pense que ça aussi, il va falloir en prendre soin puis en prendre compte à la table des négociations. Dernier point, Sophie Lorrain, et là, je m'adresse à la productrice. Quand il y a une interruption de tournage comme ça, est-ce qu'il y a des pertes financières pour des producteurs? Ben oui. Hier, la journée, en dessous, vous savez, c'est une très petite boîte, hein? C'est vraiment pas beaucoup de monde, là. C'est 3 personnes. Ça m'a coûté 50 000 de hier, cette interruption-là. Alors, 50 000? Ben oui. Wow. Il va falloir que je la reprenne, cette journée de tournage-là. Il va falloir que je repaye les techniciens, qu'on repaye les locations, qu'on repaye les comédiens. Et c'est ça que ça coûte, oui, un minimum à peu près de ça. Il va falloir rajouter une journée de tournage. Ça a des coûts, c'est sûr. C'est sûr. Puis ça, ben personne ne va nous la rembourser. Là, vous pouvez être sûr de ça. Merci, Sophie. Ben, on espère une résolution rapide de ce conflit-là. Merci d'avoir été avec nous. Tout à fait. Merci. Salut. À vous. Au revoir. Sophie Lorrain est productrice et aussi réalisatrice et actrice. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. J'accueille en studio un vétéran, une figure mythique du mouvement écologiste au Québec. Il s'agit d'André Bellil. Son nom vous dit peut-être pas quelque chose, là, mais il était parmi les premiers à lutter contre les pluies acides. Ensuite, la centrale thermique du Suroît, le gaz de schiste. Tous les écologistes au Québec le connaissent. André Bellil est en studio pour nous parler de son nouveau livre. Salut André. Bien, bonjour. Très content de te recevoir. Bien, c'est un plaisir de te revoir. Bien, merci, merci. Hey, on s'était vu pour le premier tome de ton livre, 40 ans de lutte pour l'environnement. Là, c'était les années 80, 90. Et là, La guerre des fossiles, tome 2, 2003 à 2023. D'abord, je veux que les gens qui ne te connaissent pas là, te situent. Toi, tu as commencé à t'impliquer, puis tu n'es pas issu du milieu écologiste. À l'université, tu n'étais pas là-dedans. Toi, c'est les pluies acides qui t'ont écœuré. Oui, bien ça remonte à... Disons, c'est vraiment
Quand j'étais petit cul, j'aime à dire ça comme ça, il y avait un coin de rêve où j'allais à la chasse. Ben, à la chasse, pas vraiment. J'y allais avec de la famille. Nous autres, allaient à la chasse. Moi, j'étais à la pêche. Mais moi, j'allais à la pêche. Puis c'est dans le coin de Rivière-la-Pierre. Puis dans les années 60... Ça, c'est où, ça? Dans quel coin? C'est dans Port-Neuf, là, dans le haut Port-Neuf, si on veut. Là. Parfait. Bon. Et dans ce coin-là, j'aimais à dire que dans chaque goutte d'eau, il y avait 2 truites. Tabarouette. Fait que c'était comme le paradis pour moi. Puis ça a été pendant des années, là, c'était toujours là que j'allais. Puis j'aimais tellement ça. Mais à un moment donné, vers le milieu des années 70, puis à la fin des années 70, là, c'était clair, il n'y avait plus de poissons dans les lacs. Et là, il y a des gens au ministère des Loisirs qui disaient « Ah, c'est probablement l'effort de pêche, c'est ça. » Mais moi, ça rentrait pas dans mon esprit parce que là où j'allais, puis qu'il n'y avait plus rien, ben il n'y avait pas de chemin. Il fallait y aller en hydravion. Fait que l'effort de pêche, je m'excuse, là, mais il y a C'est quoi l'effort de pêche? L'effort de pêche. Okay. On dit un trop gros effort de pêche. OK. Il y a trop de monde qui pêche. Trop de pêche. Okay. Voilà. Alors que tout dans un lac isolé. Ben oui, il n'y a jamais personne qui va là. Fait que quand on me dit que là, c'est l'effort de pêche qui a vidé le lac, je dis non, moi, un peu, ça marche pas là. Alors c'était une question qui m'a obsédé, je dirais. Parce que c'est ton coin de paradis de TQ qui tu vois en train de disparaître, ça marche pas. Puis finalement, j'ai fait bien des recherches pour découvrir, puis ça, c'est vraiment là, au début des années 80, qu'on vivait le même problème que la Suède venait de dénoncer, les plus acides. Les autres étaient, si on veut, sous le vent des centrales thermiques britanniques, allemandes, d'Europe. Oui. Et les lacs avaient la même situation, vivaient le même problème que nous. Alors, pour moi, ça a été une révélation. Et après ça, ben là, j'ai dit, hey, wow, on peut pas laisser passer ça. On fait quoi avec ça? Donc là, tu t'es impliqué. Puis bon, écoute, il y a plein de gens au Canada qui s'impliquaient parce que les pluies acides étaient causées par les émanations des Américains. Ouais. Et sous la pression, à l'époque, parce que les gouvernements à l'époque, là, écoutaient quand même les mouvements écologistes, il y a eu des... Non, mais plus qu'aujourd'hui, là, si je me fie à ton livre, là. Ouais, ben mettons, au début des années 80, oui, c'est ça. C'était un peu différent, là, mais la question des pluies acides, là, c'était absent. Oui, c'était absent. Personne n'en parlait. Mais sous la pression... Ouais. Il a fini par avoir entente Canada-États-Unis. L'accord nord-américain sur les pluies acides, oui. Qu'est-ce que tu as appris de cette lutte-là, d'abord, ta première lutte contre les pluies acides? Ben, la première chose, c'est que j'ai été bien content de ne pas avoir écouté personne qui me disait « Oublie ça, tu pourras jamais faire changer quoi que ce soit, c'est un problème qui est trop gros, on peut rien y faire, puis c'est ça. » Non, moi, je m'excuse. Là, si on n'essaye pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais si on essaye, peut-être qu'on va être chanceux et qu'on va être capable de faire changer de quoi. Puis moi, je me suis lancé là-dedans. Mais la première des choses, moi, j'étais un gars de la construction, là, tu le disais tantôt. Oui. Ben moi, mon approche était différente. Là. J'étais pas là pour essayer de définir jusqu'au dernier point, virgule, là, la question. Là, c'était plutôt, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut communiquer ce problème-là aux gens pour que les gens comprennent c'est quoi le problème? Mais surtout, c'est quoi les solutions? OK? Et c'est comme ça que j'ai créé le premier groupe d'éducation populaire en environnement au Canada. Qui était l'Association québécoise pour la lutte contre la pollution atmosphérique. Non. C'était quoi? C'était l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides. C'est ça. Qui s'est transformé en pollution atmosphérique. Vous l'avez dit. Parfait. André Bellil, je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Il y a cette prise de conscience sur les changements climatiques. Ouais. Et il y a eu un élan, il y a peut-être 30 ans, là, on a pris conscience de ça. Il y a eu des sommets, il y avait beaucoup d'espoir, des nouveaux ministères de l'Environnement. Aujourd'hui, on voit les symptômes du réchauffement climatique, mais il semble que partout dans le monde, il n'y a pas de volonté politique. Ben, partout dans le monde, je dirais, il faut faire attention. Il y a des endroits qui se démarquent. On peut penser aux pays scandinaves, on peut penser à l'Angleterre. Tabarouette, l'Angleterre, qui est probablement le pays le plus loin en avant des autres dans la réduction des gaz à effet de serre. Puis l'Angleterre, c'est quand même un producteur de pétrole aussi, là. Non. Le problème, c'est qu'ici, au Canada, on se démarque. On est maintenant le pire pays au monde. Mais on nous a joué du violon. Puis moi, tu sais, ça fait des années que je le dis. Arrêtez le jovialisme. Là, tout est beau, il n'y a pas de problème. On est beau, on est fin. En faisant ça, tout le monde s'est endormi. Puis on est passé du 12e rang comme producteur de pétrole en 2015 au 4e rang maintenant. Et les émissions ont suivi. Alors, tout au long, on nous disait, depuis l'accord de Paris, depuis 2015, le Canada, c'est un champion, un chef de file, on est bon, on est fin.
Mais la réalité, c'est exactement le contraire. À tel point que le GIEC a demandé une analyse, comme il fait toutes les années avant les sommets mondiaux sur le climat, une analyse des résultats obtenus par rapport aux engagements que les pays ont pris. Bien, le Canada est rendu le pire pays au monde. Le GIEC le dit, l'ONU le dit. On a même qualifié le Canada d'hypocrite climatique qui se cache derrière ses belles promesses pour rien faire. Même pire que ça, il n'a rien fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il a fait doubler la production de pétrole entre-temps. Et pourtant, on a vu des manifestations qui ont attiré des dizaines de milliers de personnes il y a 5 ans à Montréal, mais il n'y a pas de relais politique. Pourquoi, tu penses? Ben, d'abord, la puissance du lobby des compagnies pétrolières et gazières, là, c'est constant. Là, c'est incroyable la quantité de rencontres. Il assiège littéralement là, la Chambre des communes puis le gouvernement fédéral. Fait que ça, c'est un premier problème. Ensuite, ben moi, j'aime à dire, moi, je suis de la première génération des écolos, là. Puis là, aujourd'hui, je constate qu'il n'y a jamais eu autant de groupes écolos que présentement. Il n'y a jamais eu autant d'argent pour les groupes écolos que présentement. Par contre, on n'avance plus. Fait que c'est quoi le problème? Bien, le problème, quant à moi, là, c'est quand on est devenu jovial. Ce que j'appelle le jovialisme climatique, où là, on est tout chum avec tous les ministres, avec tous les gouvernements, puis on est fin, puis eux autres, ils veulent bien faire, puis tout est beau. Bien, pendant qu'on fait ça, on fait rien. On ne fait que du cinéma vert. Tu parles de cinéma vert, puis on va revenir à ça. Là, ceux que tu appelles les écolos, que tu appelles des éco-vedettes, il y a, la semaine passée, un groupe qui s'appelle Antigone, Collectif Antigone, qui a bloqué le pont Jacques-Cartier en montant dans la structure. C'est pas la première fois que ça arrive. Tu peux essayer de me convaincre. Moi, ma prétention, c'est que ça marche pas. Puis c'est pas juste mon feeling. Il y a un scientifique américain du climat qui a fait faire avec son groupe une étude. Puis les perceptions, quand les gens voient ça, c'est que, ou dans le meilleur des cas, ils n'écoutent pas. Dans le pire des cas, ça les radicalise. Ils sont fâchés contre ceux qui ont fait ça. D'abord, es-tu d'accord avec cette forme de désobéissance civile où on bloque des routes, par exemple? Oui, absolument. On est rendu là. C'est malheureux, mais à force de promettre qu'on va bien faire puis qu'on va régler les problèmes puis voir au contraire la situation se dégrader tellement rapidement que là, il faut que ça bouge. Mais j'aimerais ça demander, puis j'entendais des gens dire « Ouais, mais tabarouette, il y a peut-être du monde qui a manqué le rendez-vous à l'hôpital à cause du blocage sur le pont. » Ouais, ben justement, parlons-en des hôpitaux. À tous les épisodes de smog, puis là, il y en a de plus en plus qui sont de plus en plus sévères avec le réchauffement de la planète. À tous les épisodes de smog, c'est des centaines de personnes, des milliers de personnes qui se ramassent dans les urgences d'hôpitaux. Puis juste en 2021, il y avait eu 100 morts rien que dans la région de Montréal à cause de l'épisode de smog. Mais c'est des morts silencieuses. Ce que je veux dire, oui, c'est de ça qu'il faut parler. Ce que je veux dire, c'est quand tu te rends à l'hôpital parce que tu respires mal à cause du smog, je suis pas sûr que dans ta tête, dans ta psychologie, on fasse le lien. Si tu manques ton rendez-vous chez l'oncologue parce qu'il y a des gens qui bloquent le pont, là, tu le sais que c'est les gens qui ont bloqué le pont qui t'empêchent d'y aller. Oui, mais pour moi, là, il faut frapper l'imaginaire, l'imagination. Il faut que les gens comprennent. C'est plate, je comprends. Mais c'est bien plus plate d'aller enterrer son enfant. Hein? Ben, ça arrive à bien du monde parce qu'on bouge pas. Ben là, moi, oui, c'est dérangeant. Oui, on aimerait mieux pas avoir ce trouble-là, mais j'aimerais bien mieux, moi, qu'on n'enterre pas nos personnes âgées parce que là, tout d'un coup, il y a eu un coup de chaleur ou que les enfants qui ont pogné une crise d'asthme étaient trop sérieuses. Puis ma blonde, c'était ça. Hein? Son fils, là, il a été longtemps à l'hôpital parce qu'il souffrait de maladies pulmonaires. Puis à tous les épisodes de smog, puis là, on remonte des années 80, là, à tous les épisodes de smog, il se ramassait à l'hôpital. Mais penses-tu que ça marche, ces moyens-là? Ça dérange. Ça dérange. Je te demande pas, André, aimerais-tu que ça marche? Je te demande, penses-tu que ça marche? Je pense que oui. Je pense qu'au-delà du premier choc, là, on est en maudit, je suis pogné dans le trafic, ci pis ça. Au-delà de ça, ça force un peu la réflexion. Puis oui, j'entends des gens dire « Ouais, c'est plate, ça écoeure, mais tabarouette, ça bouge pas, il n'y a rien qui se passe. » Je les comprends. Ben c'est ça. OK. Je veux t'entendre sur les éco-vedettes. Ah boy. OK. Il y a eu beaucoup d'espoir quand Stephen Guilbeault a été nommé ministre de l'Environnement. C'est un militant écologiste de carrière. Et dans ton livre « La guerre des fossiles », tome 2, tu le dis, moi, j'ai toujours été suspicieux face à Stephen Guilbeault. Pourquoi?
Ben, d'abord parce que j'étais là bien avant. Puis moi, les dossiers, je les suis depuis plus de 42 ans. Là. Donc, pour moi, il y a comme une cohérence dans ce qui doit se passer, ce qui devrait se passer, puis ce qui s'est passé. Et là, j'ai eu plusieurs rencontres. Dès le début, Stephen Guilbeault apparaissait comme la personne qui avait réponse à tout. Ben, il arrivait toujours à dire le contraire de ce qu'on disait. Ben, moi, je comprenais pas. Voyons donc, on vient de signer l'accord nord-américain c'est bleu acide dans lequel on doit réduire 2 gaz, l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote, c'est le transport. Et là, dans une rencontre avec Environnement Canada, c'est la première fois que je rencontrais Stephen Guilbeault, il dit carrément, on n'a pas besoin de programme d'inspection pour les véhicules automobiles. On va mettre en place un plan d'action de lutte contre les changements climatiques bientôt au Canada, puis on n'aura plus besoin de ça. Alors, on va régler tous les problèmes. Bien, ça, c'est en 98. On est en 2024. Il n'y a toujours pas de plan d'action. OK? Bien, c'est ça, là. C'est facile de faire des belles annonces, de faire des belles déclarations, mais c'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de faire ce qu'il faut. Il faut réduire la pollution. Et même quand il était une superstar du mouvement écologiste, tu trouvais qu'il était, et tu n'étais pas le seul dans le mouvement écologiste, tu trouvais que M. Guilbeault se collait beaucoup trop sur l'industrie du gaz, par exemple. Ouais. Puis ça, mettons, là, ça a commencé vraiment... L'épithète éco-vedette, là, je l'ai collé dans la face à Boisclair dès André Boisclair. André Boisclair, c'est lui qui a lancé cette mode-là. Beaucoup de shows, de cinéma. On est les meilleurs, c'est ça. Puis Stephen, malheureusement, avec d'autres, Hugo Séguin et plusieurs, étaient ensemble pour dire qu'on est les plus beaux, les plus fins. On a joué de cette rengaine-là pendant longtemps, puis ça a endormi tout le monde, puis ça n'a rien donné. Comment tu le trouves comme ministre de l'Environnement du Canada? Ben moi, je suis un gars de la construction au départ, juge à la production. Ça aura été le ministre de l'Environnement qui aura autorisé le plus de projets pétroliers ou gaziers dans l'histoire du Canada. Alors ça, pour moi, là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, là, personnellement, j'aurais refusé. J'aurais préféré rester à l'extérieur comme j'ai fait, plutôt que de donner l'impression qu'on va faire quelque chose et promettre mer et monde. Pas plus tard qu'à matin, là, sur le site du GIEC, on accuse Justin Trudeau et Stephen Guilbeault de s'être cachés derrière plein de belles promesses pour justement faire passer le Canada du 12e au 4e rang des compagnies pétrolières, tout en nous disant « on est fin, on va réduire les émissions ». Bien, quand c'est rendu que le GIEC dit ça, là, hey, on est-tu capable de se réveiller ici au Canada? Là, on passe pour des tordus, là. C'est ça qu'on a l'air, là. André, je l'ai dit d'entrée de jeu, t'es un vétéran, une légende du mouvement écologiste au Québec. Où est l'espoir aujourd'hui pour un gars comme toi? Bien, l'espoir réside dans l'action, hein. À partir du moment, puis là, moi, je suis fier de présenter nos mémoires parce que toutes les batailles qu'on a menées, on les a gagnées. Et ça donne espoir. Puis c'est pas des petites batailles de rien, là. La bataille des gaz de schiste, là, hein, c'est tout le monde t'assure qu'on était fait. Puis là, hey, le monde avait peur de confronter le gouvernement et les compagnies pétrolières gazières. Ben, c'est l'histoire de la QLPA. Là, à partir des pluies acides, le gaz de schiste, poursuite abusive, Énergie S, le Suroît, les ports méthaniers, Rabaska, Kakuna. On s'est battu dans tous ces dossiers-là, puis on a gagné. Alors, l'espoir est permis. Mais il faut arrêter de jouer aux vedettes puis le cinéma vert. La guerre des fossiles, 40 ans de lutte pour l'environnement, c'est le tome 2. C'est vraiment un historique très détaillé, très fouillé de toutes les luttes environnementales au Québec depuis 40 ans. Merci beaucoup, André Bellil. On peut lire ça, c'est déjà en librairie, je pense. Oui, c'est des éditions Somme Toute. C'est en librairie. Puis la préface de Louis-Gilles Franqueur. Journaliste au devoir? Oui, le journaliste émérite en environnement. Sa préface dit tout. On voit la même chose. Le mouvement environnemental, malheureusement, à partir du milieu des années 90, est tombé dans le jovialisme. Puis c'est là qu'on a commencé à perdre l'élan qu'on avait. Puis rendu aujourd'hui, ben là, il faudrait se réveiller. Toujours très le fun de te croiser. Merci beaucoup, André. Merci d'être venu en studio. Un plaisir. Salut, à la prochaine. C'était André Bellil.